Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Afrique Unie, la voix de l'Afrique. Politique, économie, culture, innovation, ici nous décryptons pour vous ce qui fait l'actualité des Africains sur le continent et partout dans le monde. Restez à l'écoute pour un tour complet de l'information avec rigueur, engagement et passion. À la présentation, Elisabeth Hassène. Au sommaire au Rwanda, fin de la semaine de deuil, hommage aux politiciens assassinés à Rebero Kigali. La mémoire des voix opposées au génocide honorée. Les autorités saluent les résistants politiques et le rôle du FPR dans la fin du génocide. Reprise des pourparlers entre Kinshasa et l'AFC M23 en Suisse. Des discussions sous tension après plusieurs échecs diplomatiques. Un nouvel espoir fragile pour la paix dans l'est du pays. Visite du pape Léon XIV au Cameroun, une relation historique renforcée avec le Saint-Siège. Depuis 1985, Yaoundé a accueilli à plusieurs reprises des souverains pontifes illustrant un lien diplomatique et spirituel rare en Afrique subsaharienne. Et c'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans les détails de ce journal à suivre sur notre chaîne YouTube Afrique Unie Français. Au Burundi, tout d'abord, une maladie encore inconnue inquiète les autorités sanitaires du pays. Signalée depuis le début du mois sur les deux communes situées au nord de Bujumbura, notamment dans la commune de Mpanda, elle se manifeste par de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée, une grande fatigue et parfois du sang dans les urines. Dans les cas les plus graves, une jaunisse ou une anémie sont également observées. Déjà à l'origine de plusieurs décès, cette maladie reste non identifiée même si des pathologies comme Ebola ont été écartées. Le ministère de la Santé publique, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, a intensifié les investigations afin d'en déterminer l'origine et de limiter sa propagation. Reportage d'Antedi Achille et de Deborah Kenza. Les premiers constats des autorités sanitaires décrivent une maladie aux symptômes variés, fièvre, vomissements, diarrhée, fatigue intense et douleurs abdominales. Certains patients présentent également du sang dans les urines. Dans les formes les plus sévères, une jaunisse reconnaissable à la coloration jaune des yeux et de la peau, ainsi qu'une anémie ont été observées. Sur terrain, des témoignages font aussi état des violents maux de tête et d'un affaiblissement extrême des personnes touchées. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, a rapidement mobilisé des équipes techniques. Déployées dans les zones concernées, elles mènent des enquêtes et réalisent les prélèvements pour identifier l'origine de la maladie et suivre son évolution. Lidwin Baradahan s'exprime. Les investigations se poursuivent activement afin d'identifier l'agent causal de cette maladie. Le ministère de la Santé publique travaille en étroite collaboration avec les partenaires techniques et scientifiques, tant au niveau national qu'international, pour élucider cette situation dans les meilleurs délais. C'est dans ce cadre que des échantillons ont été envoyés dans des laboratoires étrangers pour des analyses comparatives plus poussées. En parallèle, les autorités assurent la prise en charge des malades dans des structures de santé et renforcent la surveillance épidémiologique dans des zones affectées. Des campagnes de sensibilisation sont également en cours pour encourager le respect des mesures d'hygiène et le signalement rapide des cas suspects. Malgré des résultats préliminaires jugés rassurants, les recherches se poursuivent pour identifier précisément cette maladie. Les autorités assurent que toutes les dispositions sont prises pour contenir la situation, comme le souligne la ministre de la Santé publique. Une maladie non encore identifiée a été signalée depuis le 31 mars 2026. Dès la notification des premiers cas, le gouvernement a immédiatement activé les mécanismes de riposte rapide. Des équipes techniques composées de médecins, de techniciens médicaux, des experts de la santé animale et des experts de l'OMS et d'autres partenaires ont été déployés sur terrain afin de mener une investigation rapide, une prise en charge des malades et le suivi des contacts. Dans le cadre de ces investigations,
Plusieurs analyses de laboratoire ont été effectuées pour les maladies hautement contagieuses, notamment la maladie à virus Ebola, la maladie à virus de Marburg, la fièvre jaune, la fièvre de la vallée du Rift et la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Cette alerte intervient dans un contexte continental marqué par une recrudescence des épidémies. L'Afrique fait face simultanément à plusieurs maladies, notamment le Mpox, la rougeole, le paludisme ou encore la dengue, auxquelles s'ajoutent des menaces émergentes comme le virus de Marburg. Une situation alimentée par le changement climatique, les conflits, les déplacements de population et la fragilité des systèmes de santé qui maintient l'Organisation mondiale de la santé en vigilance constante. Au Rwanda, la semaine de deuil consacrée à la commémoration du génocide contre les Tutsis est observée par la commémoration des politiciens assassinés en raison de plusieurs opinions. La cérémonie s'est tenue à Rebero, dans la capitale Kigali, où ils ont été inhumés. Le président du Sénat du Rwanda, Dr François Kalinda, est revenu sur le rôle de certains politiciens dans la destruction du pays et la préparation du génocide. Il a mentionné les Rwandais qui ont mis fin au génocide sous la direction du président Paul Kagame. Reportage Bénigne Mugisha depuis Kigali. Dans son discours principal de ce jour, le président du Sénat du Rwanda, honorable Dr François-Xavier Kalinda, a déclaré que commémorer les politiciens tués pour avoir combattu le projet génocidaire constitue une manière d'honorer leur courage, de tirer les leçons de l'histoire et de poursuivre la construction d'un pays fondé sur l'unité, la paix et la bonne gouvernance. Il a poursuivi en affirmant que diverses recherches montrent que le génocide perpétré contre les Tutsis n'aurait pas été possible sans un long processus de préparation. Selon lui, cette commémoration rappelle également la responsabilité des dirigeants de protéger la vie de tous les citoyens, de lutter contre toute forme de discrimination et de promouvoir la justice. L'honorable Dr François-Xavier Kalinda a par ailleurs indiqué que la Constitution rwandaise de 1991 contenait elle-même des éléments de discrimination et d'exclusion envers une partie de la population. De son côté, le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Dr Jean-Damascène Bizimana, a rappelé que le 13 avril est une date commémorée chaque année au Rwanda. Elle constitue, selon lui, une journée importante liée à la lutte de libération, à l'arrêt du génocide, à la reconstruction du pays et au renforcement de l'unité nationale. Il a ajouté que ces figures resteront dans la mémoire nationale, certaines ayant été élevées au rang de héros, notamment Agathe Uwiringiyimana, Félicité Niyitegeka, Michel Rwagasana ou encore les élèves de l'école de Nyange, ainsi que d'autres personnalités au mémorial de héros nationaux. Le ministre a également souligné que le Rwanda dispose d'une politique de mémoire intégrant toutes les étapes ayant marqué le génocide contre les Tutsis, insistant sur le fait que personne ne doit être oublié, malgré les fausses informations susceptibles d'induire les jeunes en erreur. Ils ont enfin indiqué que cette commémoration constitue un moment de réflexion sur les politiques destructrices du passé. Il a salué les politiciens Hutus qui ont refusé de céder à l'idéologie de haine, au régionalisme et à l'extrémisme et qui ont œuvré en faveur d'une identité nationale inclusive et de réformes visant à bâtir un Rwanda pour tous. Enfin, le représentant des formations politiques au Rwanda, Franck Habineza, a déclaré que les politiciens commémorés aujourd'hui ont combattu l'injustice et les régimes autoritaires en défendant une gouvernance qui respecte tous les Rwandais sans discrimination. Il a conclu en indiquant que 32 ans après l'arrêt du génocide, la politique rwandaise repose sur un système multipartite fondé sur le consensus, privilégiant le dialogue, la tolérance et la promotion de l'unité nationale afin que tous les Rwandais se sentent pleinement intégrés et égaux dans leur pays. Depuis Kigali, Bénigne Mugisha pour Radio Afrique Unie. Au Sénégal, la justice a prononcé vendredi dernier une première condamnation en vertu d'une nouvelle loi controversée
passé. Un homme de 24 ans a écopé de 6 ans de prison ferme et une amende de 2 millions de francs CFA après avoir été reconnu coupable de Pikine Guédiawaye en banlieue de Dakar. Arrêté en flagrant délit, ce jeune ouvrier devient le premier condamné depuis l'entrée en vigueur fin mars d'un texte durcissant la répression adopté par une large majorité de députés, puis promulguée par le président Bassirou Diomaye Faye. La loi double les peines encourues, désormais portées jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et étend les infractions à la promotion de l'homosexualité. Cette évolution législative a suscité de vives critiques d'organisations de défense des droits humains, notamment Amnesty International et Human Rights Watch, qui avait appelé les autorités à renoncer à ce texte. Depuis début février, les arrestations se multiplient dans le pays avec près d'une 60aine de personnes interpellées selon plusieurs sources. Ces opérations, souvent déclenchées à la suite des dénonciations ou d'examens de téléphone portables, s'accompagnent parfois de publications d'identité des suspects et les exposant à des violences. Certaines personnes arrêtées sont également face à des accusations de transmission volontaire du VIH dans un climat décrit comme particulièrement répressif. RDC, AFC, M23, les premières discussions directes entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement AFC M23 se sont ouvertes ce jour en Europe, précisément en Suisse. Il s'agit d'une évolution notable dans le processus diplomatique après plusieurs tentatives de négociation restées sans avancée significative. Ces pourparlers constituent la 9e tentative de dialogue après l'échec des précédentes rencontres organisées à Doha où les divergences sur des points essentiels avaient empêché tout accord. La délégation de l'AFC M23 est conduite par Benjamin Bomimpa, tandis que celle du gouvernement congolais est dirigée par Sumbu Sita Mambu. Les États-Unis et le Qatar poursuivent leur rôle de médiateur alors que la MONUSCO participe en tant qu'observateur. Malgré plusieurs accords conclus en 2025, notamment des cessez-le-feu et des engagements de paix, les combats se poursuivent dans l'est de la RDC. Présidentielle au Bénin, près de 7,9 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 12 avril 2026 pour élire le président et le vice-président de la République pour un mandat de 7 ans. Ce scrutin marque la fin des 2 quinquennats consécutifs du président sortant Patrice Talon, dont le successeur sera connu dans les prochains jours. Parfait Obasanjo Zola nous en dit plus depuis Cotonou. Selon la Commission électorale nationale autonome Sénat, les opérations de vote ont démarré à l'heure sur l'ensemble du territoire avec l'ouverture des 17 562 bureaux de vote peu après 7 heures. Le scrutin s'est déroulé dans le calme sous la supervision d'observateurs nationaux et internationaux, notamment ceux de la CEDEAO. Les 2 principaux candidats en liste ont voté dans le département du Mono, au sud-ouest du pays. L'opposant Paul Rumpé a accompli son devoir civique dans son village natal de Lobogo, dans la commune de Bopa. De son côté, le candidat de la mouvance présidentielle, Romiel Wadani, a voté à Lokossa, également dans sa région d'origine. Le président sortant, Patrice Talon, a pour sa part voté à Cotonou dans le quartier Zongo. À sa sortie du bureau de vote, il s'est brièvement exprimé sur son avenir après la fin de son mandat. Notre constitution prescrit désormais que tous les anciens présidents, tous les anciens présidents de l'Assemblée, tous les présidents de cour constitutionnelle siègent dans un conseil de sages. Je ne vais pas me dérober à cela. Et c'est pas ma nature d'ailleurs. Tout est de savoir quel va être le rôle global de ce conseil de sages, où il y aura le président Soglo, le président Boniaï, le président Talon, le président Moussou Bruno, Mbedi, Idi Kolaole, Nago, le président Vlavonou, le président Dossou Robert, le président Olo, la présidente Poyon. Vous voyez, toutes ces personnalités de caractères, de compétences diverses, d'horizons divers. Vous voyez, donc ce sera quand même quelque chose qui, pour nous, pour le Bénin, sera une chambre de sagesse, de conseil, d'apaisement et de conciliation. Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose
ce serait une faute de se dérober à cela. En attendant l'application des résultats provisoires par la Sénat attendue dans un délai de 48 heures, les premières observations font état d'une participation globalement élevée. Les regards restent désormais tournés vers la Commission électorale pour les tendances, puis vers la Cour constitutionnelle chargée de proclamer les résultats définitifs. Parfait Obasanjo Zola, Cotonou pour Radio Afrique Unie. Au Gabon, une ordonnance encadrant l'usage des réseaux sociaux suscite une vive controverse. Daté du 26 février, le texte n'a été rendu public que récemment après sa diffusion sur les plateformes numériques. Au cœur des inquiétudes, l'article 4. Il interdit désormais l'utilisation de pseudonymes. Les utilisateurs devront s'identifier clairement en mentionnant leur nom, prénom et numéro d'identification personnelle. Les entreprises, elles, devront fournir leur registre de commerce. Pour certains, cette mesure vise à responsabiliser les internautes. C'est le cas de Bienvenu et Fayon, producteur de contenu proche du pouvoir, connu en ligne sous le pseudonyme Bitomé. Régulièrement pris pour cible pour des comptes anonymes, il salue une décision nécessaire pour lutter contre la diffamation et les abus, estimant que chacun doit désormais répondre de ses propos. Dans ce contexte, les autorités justifient leur démarche par la volonté de protéger la jeunesse et de lutter contre les dérives en ligne, notamment les insultes, la désinformation et les tentatives de déstabilisation des institutions. Au Cameroun, la visite du pape Léon XIV s'inscrit dans une histoire singulière marquée par les liens étroits et constants entre Yaoundé et le Saint-Siège. Depuis 1985, le pays a accueilli à 4 reprises 3 souverains pontifes, un fait rare en Afrique subsaharienne qui témoigne de l'intention particulière que le Vatican accorde au Cameroun. Monseigneur Samuel Clédaï, archevêque de Douala, revient sur les relations privilégiées entre le Vatican et le Cameroun ainsi que l'impact de cette visite. Il est notre invité. Le pape, donc, en tant que successeur de Pierre, vient d'abord en premier lieu, ce qui résume tout, c'est de nous annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, sa parole. Puisque nous, le Christ nous a appelés, nous aussi, pour le suivre. Pour le suivre, nous devons, dans notre vie, mettre en pratique l'évangile. Le pape donc vient nous annoncer la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle selon vous? C'est, n'est-ce pas, c'est la paix. En ce moment, nous avons tous besoin au Cameroun de la paix, ou même je dirais bien la paix dans la sous-région. Et nous connaissons tous notre pays. Je crois que avant tout donc, le pape va nous annoncer donc la paix comme le Christ l'a annoncé, n'est-ce pas, quand il s'est montré après la résurrection à ses disciples. Il faut dire que c'est la 4e visite pontificale depuis 1985. On peut donc dire que le Vatican entretient des relations privilégiées avec le Cameroun en Afrique centrale? C'est une bénédiction particulière. Et la question maintenant que nous devons poser, nous ne pouvons pas dire que voilà, parce qu'au Cameroun, nous sommes des saints, ou au Cameroun, vraiment, nous avons réussi à mettre parfaitement en pratique l'évangile. Non. Donc maintenant, c'est l'occasion, plus que jamais, de nous dire, voilà, nous avons faire quelque chose dans le sens de la transformation de notre société, que notre société justement soit un lieu où tout le monde vive en paix. Qu'il n'y ait plus, n'est-ce pas, tant de personnes qui souffrent, qu'on en est plus. Pourquoi que, surtout, comment réaliser cela? Mais nous avons, n'est-ce pas, le bien du pays, ce que nous appelons le bien commun. Que ce bien commun soit partagé à tous de manière égale, comme nous lisons cela dans les actes des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont fait après la résurrection du Christ? Ils se sont mis ensemble, ils partageaient ce qu'ils avaient, ils partageaient entre eux. Que nous puissions, après la visite du pape, arriver à ce genre de partage-là. Que chacun d'entre nous, chaque Camerounais, ou tous ceux qui vivent au Cameroun, profitent, n'est-ce pas, du bien commun de ce pays, c'est-à-dire des richesses de ce pays. C'est quand même une visite qui intervient dans un contexte marqué par une crise post-électorale qui n'est pas encore complètement rangée dans les tiroirs, la guerre Boko Haram dans l'extrême nord du pays, la crise anglophone. Qu'espérez-vous que cette visite apporte au pays?
apostolique du Saint-Père est une occasion unique pour que nous nous engagions pour la transformation de notre société, pour que tous nous puissions vivre en paix. C'est cela, n'est-ce pas? Nous tous, nous devons prier pour cela. Ce qui fait que depuis, comme le programme là a été présenté, nous allons, n'est-ce pas, nous avons organisé des séances de prière, de nuits de prière, pour que la visite de Saint-Père, du Saint-Père chez nous, porte beaucoup de fruits. C'était donc là l'archevêque de Douala sur la visite de Léon XIV au Cameroun qui intervient du 15 au 18 avril 2026. Le souverain pontife va séjourner dans 3 villes du Cameroun, à savoir Yaoundé, Douala et Bamenda. Et voilà qui vient clore ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité africaine ne s'arrête jamais. Restez connectés avec Radio Afrique Unie, votre source fiable pour comprendre et suivre les événements qui façonnent notre continent. À très bientôt pour une nouvelle édition à suivre sur notre chaîne YouTube Afrique Unie français.